Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rappeler des notions de mécanique sur le mouvement des satellites et des planètes. Donc, on a vu les trois lois de Kepler qui permettent de décrire le mouvement des planètes autour de leur axe acteur. Kepler a découvert ces lois il y a plus de 400 ans. Et Kepler, c'est intéressant, était un scientifique, mais était un scientifique de son époque. Il croyait que les planètes étaient animées d'une volonté propre pour pouvoir suivre leur trajectoire. Il était animiste et il pensait qu'il y avait une volonté dans ces planètes pour suivre leur trajectoire. Ça, c'est une petite référence historique. Kepler avait compris que les trajectoires des planètes étaient elliptiques. Mais étudier les trajectoires elliptiques, pour nous, mathématiquement, c'est un peu compliqué. Donc, on va se contenter d'approximations circulaires. Et on va supposer que le mouvement de la Terre est circulaire uniforme autour du Soleil. Alors, dans quel référentiel étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil? Le référentiel héliocentrique, le référentiel centré sur le Soleil, dans lequel la Terre va décrire un cercle. Et voilà, donc ici vous avez le Soleil, vous avez le rayon R de la trajectoire, vous avez la Terre qui est ici, et vous avez un vecteur unitaire UTS qui est dirigé de la Terre vers le Soleil. La force d'attraction, la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est dirigée vers le Soleil, et vous avez le vecteur V qui correspond au vecteur vitesse de la Terre qui est tangent à la trajectoire. Donc on est dans le référentiel héliocentrique qui est supposé galiléen pendant le temps de l'étude. Et donc on va appliquer, comme à chaque fois en mécanique, la seconde loi de Newton pour déterminer le mouvement de la Terre dans le référentiel héliocentrique. Donc la somme des forces extérieures se résume à la force du Soleil sur la Terre. Et cette force du Soleil sur la Terre, c'est la constante de gravitation universelle, G, fois la masse de la Terre, la masse du Soleil, divisé par la distance au carré. Mais attention, il y a un vecteur ici, il en faut un aussi ici, UTS, le vecteur unitaire. Donc ça, c'est la force de gravitation. Et cette force de gravitation, la seconde loi de Newton nous dit qu'elle est égale à la masse de la Terre fois son accélération. C'est égal à ma. C'est aussi égal à m dv sur dt. Et si vous vous souvenez de ce qu'est la quantité de mouvement P, vous avez aussi la seconde loi de Newton qui peut s'écrire égale dP sur dt. En faisant attention à ne pas confondre la quantité de mouvement avec un petit p et le poids avec un grand P. Et donc ici, on voit une simplification. On a la masse de la Terre qui apparaît des deux côtés, et donc on va pouvoir écrire que G fois grand M sur R2 va être égal à A. La norme de l'accélération sera égale à la constante de gravitation fois la masse de l'axe attracteur divisée par la distance au carré. Donc on voit que l'accélération de la Terre ne dépend pas de la masse de la Terre. C'était la même chose pour la balle. L'accélération d'une balle, d'un singe, d'une fléchette ne dépend pas de la masse de l'objet en mouvement. Elle dépend juste de la masse de l'axe attracteur. Voilà le point de départ. Donc ça, c'est l'application de la seconde loi de Newton dans le référentiel héliocentrique qui nous donne cette relation-là. Maintenant, on va se placer dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme. Et dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme, on vous dit que l'accélération, c'est V2 sur R. Le cours vous l'affirme, le programme vous donne cette relation-là. Et à partir de cette relation, on va pouvoir déterminer l'expression de la vitesse. Donc vous voyez, grand G fois la masse du Soleil divisé par R2, la distance séparant le Soleil de la Terre, est égale à V2 sur R. On peut faire passer R de l'autre côté de l'égalité, et on va avoir V2 égale Gm sur R, soit V égale racine de Gm sur R. On a réussi à exprimer la vitesse de la Terre autour du Soleil dans le référentiel héliocentrique. Maintenant, la question, c'est sa période. On a cette vitesse qui est aussi égale à, donc c'est une distance divisée par un temps. La distance, c'est le périmètre, divisé par la période t, la durée nécessaire pour parcourir ce périmètre. Le périmètre, c'est 2πr. Et t, c'est la période. Et donc, cette égalité,
c'est racine de Gm sur R. Et donc, je veux écrire T. Donc T, ça va être égal à 2πr sur racine de Gm sur R. Donc on a racine de Gm sur R qui est au dénominateur. On peut le faire passer au numérateur en inversant la fraction 2πr racine de R sur Gm. Et vous voyez là qu'il y a deux fois R. R ici et R sous la fraction. On peut faire rentrer ce R dans la fraction en l'élevant au carré. Et on a donc 2π racine de R carré fois R, c'est-à-dire R au cube, sur Gm. Donc on a T. T égale 2π racine de R carré sur Gm. Ok, donc on a réussi à déterminer la période de rotation de la Terre autour du Soleil en supposant un mouvement circulaire uniforme et connaissant la constante de gravitation, la masse du Soleil et R, la distance séparant la Terre du Soleil, le rayon de la trajectoire, on va pouvoir déterminer T. Donc la masse du Soleil, c'est 1,99 fois 10 puissance 30 kg. La distance Soleil-Terre, qui est aussi le rayon de la trajectoire, c'est 149,6 fois 10 puissance 9 mètres. Et la question, quelle est la période T? Vous savez bien la période, la durée nécessaire pour que la Terre fasse un tour du Soleil, c'est 1 an. Est-ce que ce calcul va vous permettre de le vérifier? On a une autre manière de présenter cette période T en l'élevant au carré. Si on élève au carré, on a T au carré égale 4π carré R au cube sur Gm, ce qui revient à écrire que T au carré sur R au cube égale 4π carré sur Gm. Et là, on rejoint la troisième loi de Kepler que l'on a vue ensemble. Kepler avait découvert que T au carré sur R au cube, pour chacune des planètes du système solaire qu'il connaissait, était une constante. Et Newton a permis de déterminer l'expression de cette constante, 4π carré sur Gm, avec M, la masse du Soleil. Voilà quelques rappels sur le mouvement des planètes et des satellites autour de leur axe attracteur. La question ici, est-ce que la relation nous permet bien de retrouver la période de rotation de la Terre? Et puis vous pouvez l'appliquer aussi à Mars ou à Vénus et vérifier que le résultat du calcul est bien la période de Mars ou de Vénus. Donc déterminer la période de la Terre, celle de Mars, celle de Vénus par exemple, et vérifier si ça correspond bien aux périodes que vous connaissez qui sont dans le cours. Bon travail à tous.